Grand 2, la roche tarpéienne n'est jamais loin de quelque chose. Grand A, le 11 septembre 2001. Les attentats du 11 septembre 2001 sont constitués de 4 attentats suicides perpétrés le même jour aux États-Unis par les membres du réseau djihadiste Al-Qaïda. Au matin du mardi 11 septembre 2001, 19 terroristes détournent 4 avions de ligne afin de les écraser sur les bâtiments hautement symboliques du nord-est du pays. 2 avions sont projetés contre les tours du World Trade Center à Manhattan et le 3e sur le Pentagone, siège du département de la Défense. Le 4e avion se scratchera le vol 93, s'écrasera en pleine campagne du fait de la révolte des passagers qui réussirent à reprendre, mais trop tard, le contrôle de l'appareil qui était destiné à s'écraser sur la Maison Blanche. Le bilan s'élève à près de 3000 morts, constituant l'attaque terroriste la plus meurtrière de l'histoire. Au-delà de ce sinistre constat, les images vues en direct ont constitué un électrochoc d'une violence extraordinaire, bien sûr aux États-Unis, mais partout dans le monde. Cependant, ces événements sont-ils un coup de tonnerre dans un ciel serein ? D'où viennent ces terroristes ? Quelles sont leurs motivations ? Autant de questions qui se posent à l'opinion publique mondiale au lendemain du 11 septembre. Les 19 et 20e siècles sont marqués par la sécularisation des sociétés, la baisse de la pratique et de la croyance, les progrès du libéralisme théologique sont marqués par la sécularisation des sociétés, la baisse de la pratique et de la croyance et les progrès du libéralisme théologique. Le capitalisme et le socialisme qui s'imposent à l'échelle mondiale pouvaient être considérés comme des nouvelles religions laïques et matérialistes avec leurs rites, leurs principes, leurs dogmes, leurs livres sacrés. Et leurs symboles qui suppléent progressivement les anciennes croyances en déclin. Mais comme la vague engendre son ressac, le déclin global de la religion, le déclin global des religions traditionnelles, engendre des formes de réaction chez une minorité de croyants qui veulent revenir à des formes plus radicales de la foi. Le fondamentalisme ou intégrisme n'est pas l'apanage de l'islam. Le désir de retourner au fondement de la religion, de vivre sa foi avec rigueur, obligations alimentaires, principes moraux, imprescriptibles, etc., d'adapter une lecture littérale du texte saint se retrouve dans les 3 grandes religions monothéistes. Il s'exprime notamment par des choix vestimentaires ostentatoires pour influencer la population, par leur mode de vie qu'ils veulent exemplaire. Les rigoristes veulent convertir les populations hésitantes. C'est donc un mouvement sociétal et idéologique. Mais le fondamentalisme n'a pas prétention à constituer une force politique visant à conquérir le pouvoir et à changer le droit. Même si l'islam, comme les autres religions, est parcouru d'écoles d'interprétation très variées du texte saint, le fondamentalisme apparaît au XIXe siècle, jugé comme une décadence politique et une menace sur l'Oumma, c'est-à-dire la communauté des croyants, par le biais la colonisation qui tend à transformer le mouvement social en force politique, le monde musulman va être touché de façon plus précoce par le phénomène islamique. Effectivement, il apparaît comme une réaction à la colonisation. Le processus d'acculturation est perçu comme un phénomène de décadence politique et sociétale pour l'Oumma, c'est-à-dire
la communauté des croyants. La colonisation tend donc à transformer très vite un mouvement social en force politique. Des mouvements islamistes prétendent incarner l'ensemble de la population indigène qui voudrait se libérer du pays, qui voudrait libérer le pays de l'occupant dans le cadre de ce qu'ils considèrent comme un djihad, et prendre le pouvoir pour changer le droit et imposer la charia, la loi islamique. Ainsi, le prince Saoud réussit à conquérir un royaume, l'Arabie saoudite, au détriment de l'Empire ottoman à la fin de la Première Guerre mondiale. Il y instaura un régime théocratique reposant sur le salafisme. Il chasse les éléments les plus radicaux qui se replient en Égypte, où ces derniers fondent l'organisation des frères musulmans, qui a une aura considérable dans l'ensemble du Moyen-Orient. Les gouvernements qui arrivent au pouvoir au moment des indépendances sont donc le plus souvent d'inspiration laïque et moderniste, mais ce sont aussi des dictatures féroces qui ont partie liée avec les États-Unis, le Yémen du Nord, la Jordanie, puis un pays comme l'Égypte. Confronté aux frères musulmans. Nasser, puis son successeur Sadat, sont confrontés aux frères musulmans. Ils utiliseront contre eux des moyens radicaux afin de tenter de les éliminer. Ces régimes sont largement corrompus, clientélistes. L'incurie des élites politiques et administratives accélère la fracture sociale entre une population très éloignée des dirigeants. Entre une population et les dirigeants. La population perçoit plus les faiblesses et défaillances des régimes que les progrès objectifs de l'économie. Les partis d'opposition ne pouvant pas se structurer et la population ne pouvant exprimer son mécontentement sans risque, sauf dans les stades de football ou à la mosquée. Les partis d'opposition ne peuvent pas se structurer, nous sommes dans des dictatures. L'opinion publique, la population, ne peut s'exprimer librement sous peine de se retrouver en prison ou d'avoir de sérieux ennuis avec la police politique qu'a développé ces États. Très vite, certains religieux vont récupérer le mécontentement économique et social populaire et vont s'adresser à des classes moyennes bourgeoises marginalisées politiquement et qui aspirent au mode de vie capitaliste. Marginalisées politiquement. En Iran, les religieux réussissent à déclencher une révolution islamique chiite en 1979. Les talibans arrivent au pouvoir en 1996 en Afghanistan, dans un contexte particulier de guerre civile. Le cas de la Turquie est particulier, l'arrivée au pouvoir légal des néo-islamistes n'a pas engendré de véritables bouleversements politiques et sociaux. Cependant, la radicalisation actuelle du pouvoir du président Erdogan augure une islamisation rampante de la société. En dehors de ces 4 cas, très particuliers et très différents, prise légale ou illégale du pouvoir, contexte de guerre extérieure ou de guerre civile, partout les islamistes ont échoué. En dehors de ces 4 cas très particuliers et très différents, avec des guerres civiles ou bien avec des prises légales ou illégales du pouvoir, il faut voir que partout les islamistes ont échoué dans leur conquête du pouvoir. Soit ils composent des groupes dont la majorité des habitants se méfient malgré le rejet de la classe politique au pouvoir, soit, comme en Algérie, le pouvoir autoritaire suspend le processus de démocratisation qui menace le pouvoir. Ainsi, en 1988, le FLN annule les premières élections libres depuis 1962. Pourquoi ? Parce que les islamistes avaient remporté de larges victoires dans toutes les grandes villes et allaient conquérir donc les mairies d'Alger, d'Orient ou de Constantine. Devant l'impossibilité légale ou illégale d'accéder au pouvoir, les islamistes se replient sur une stratégie terroriste, moyen d'action ancien mais qui avait connu un fort développement dans les années 70 avec des mouvements palestiniens, l'OLP, le FPLP, etc. Avec des mouvements palestiniens tels que l'OLP qui s'attaqua aux intérêts israéliens avec la complicité de groupes d'extrême gauche en Europe.
Plusieurs États sont à dégager dans cette stratégie terroriste. Plusieurs étapes, voilà,